que ça change l'appréciation de la piste des traitements par rapport à ce virus, s'il a été créé ou non, ou alors pas du tout? C'est encore une question très intéressante. Je vois que vous êtes un homme libre. Dans l'absolu, ça devrait, ça pourrait. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des séquences que je mets, je peux avoir d'entrée de jeu des hypothèses de traitement basées sur le fonctionnement que du coup je peux prédire du virus. Ça, c'est dans l'absolu. Dans la réalité, dans l'absolu théorique, dans la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Parce que si jamais on considère, par exemple, que donc effectivement ce virus est une construction artificielle, lorsqu'on regarde la séquence, elle aurait dû être très méchante, mais beaucoup plus méchante que ce qu'elle n'a été. Et donc, d'une certaine façon, c'est là où on voit l'humilité qu'on doit avoir, c'est-à-dire que rien que sur la séquence, on était à droit de s'attendre à des létalités comparables au SRAS ou aux MERS. Et on n'a jamais atteint ces létalitées-là. Elle était à combien, la létalité? Elles étaient jusqu'à 30%, 40%. Oui, c'est des chiffres qui sont en toute disproportion par rapport à ce SARS-CoV-2. Sur le SARS-CoV-2, on est à combien en létalité? Actuellement, on doit être à 0,5% de létalité. Il faudrait le vérifier parce que je ne sais pas. À peu près sur les chiffres, c'était cela, effectivement, officiellement. Voilà. Sachant que, et ça j'aimerais quand même insister, c'est quand même, il y a une grosse variabilité de ce taux de létalité d'un pays à l'autre. Pourquoi? Seule la prise en charge peut l'expliquer. Donc effectivement, typiquement en Allemagne, si vous regardez les courbes d'excès de mortalité sur le premier semestre 2020, il ne s'est strictement rien passé. Donc vous voyez, pas plus, pas moins. Ah, pas plus, pas moins que toutes les autres années. Donc c'est assez... dans certains pays, ça a été même moins. Peut-être du fait du confinement, finalement, qui a fait que les gens ne sont pas sortis. Quand même, les accidents de la route, de circulation sont quand même une cause assez importante des accidents. Donc voilà, du coup, cette absence d'excès de mortalité dans certains pays doit nous attirer l'attention sur le fait que donc... puisque le virus a circulé aussi dans leur pays, c'est donc qu'il n'y a rien à craindre de ce virus. C'est bien cela qu'on est en train de dire. C'est que nous avons les moyens de prendre en charge le virus au point de ne pas créer de surmortalité dans nos pays. D'accord. Alors comment vous expliquez toute cette folie des tests? Qu'est-ce que vous avez à dire sur la politique actuelle de tests massives? On en est presque, je crois, à 1 million de tests par semaine, avec des cycles d'amplification qui apparemment sont assez élevés par rapport à d'autres tests. D'ailleurs, vous nous expliquez également que d'un pays à l'autre, chaque test a ses particularités. Absolument. Ses façons de... Alors, en termes de cycle, d'amplification, tout ça. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui des tests qui sont réalisés en France, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous éclairer sur la pertinence de cette politique sanitaire? Ces tests PCR, c'est un domaine que je connais bien, non seulement parce que dès mes premières années de thèse, j'étais en charge des services de commande de PCR, donc c'était mon domaine. Vous savez, on distribue les responsabilités, et que dans le cadre de mon institut à Simplissima, nous avons mis au point les conditions de tests positifs ou négatifs à partir de kits existants. Donc nous avons mis les conditions au point, nous avons le test que nous savons réaliser. Alors, ce test, il pose évidemment plusieurs problèmes. Il faudrait revenir sur, en fait, ce test, il sert à quoi?
ce test qu'on appelle PCR. Et donc, c'est très important de le dire par rapport aux autres tests. Donc, c'est le test qu'on fait quand on vous met l'écouvillon en nasopharyngé ou dans le fond de la gorge. Eh bien, ce test PCR, il va attester de la présence ou de l'absence de séquence du virus. La séquence du virus, c'est son matériel génétique. C'est sa signature? C'est plus que ça, c'est son disque dur. Et un virus a la particularité de ne pas être considéré comme vivant, comme un être vivant, parce que à partir de son petit disque dur, qui fait finalement ce qu'il est, il n'a la possibilité de rien. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un virus sur cette table, il n'est capable de rien. Il ne se reproduira pas. Il a besoin pour cela d'infecter un hôte. Voilà, un gentil hôte, donc les fameuses cellules. Et donc, détecter la présence de sa séquence n'impute rien d'autre que nous avons détecté la présence de son disque dur, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il est en train de se répliquer dans vos cellules, ni à quel degré il est en train de se répliquer. Donc c'est présence-absence de séquences nucléiques qui effectivement traînent quand même très largement, surtout sur un virus qui circule déjà depuis décembre au minimum de ce qu'on sait en France. Donc vous imaginez bien que ce virus, on va le retrouver. Ça semble logique. Donc, ce que vous dites, juste pour bien comprendre, oui. C'est-à-dire que le virus, une fois qu'on a été en contact avec lui, des mois après, on peut se révéler positif à ce genre de test PCR parce qu'il va détecter un bout de matériel génétique de ce virus, mais dont l'activité est à zéro. Alors je ne sais pas dans le temps. Des mois après, on ne connaît pas la réponse à votre question. Pas, ouais. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas avec certitude, mais ça tous les laboratoires le savent, tous les laboratoires d'analyse rapportent que lorsque on est positif en PCR, on a entre, on va dire, 64% et 90% de chances de n'avoir aucun symptôme. Ça veut dire donc que ce que je vous dis est la stricte vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu que le virus était présent, ça n'infère rien d'autre que le virus est présent chez la personne. Donc ça, c'est un aspect qui est effectivement fondamental. L'autre